Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. Nous poursuivons notre analyse de Erich Fromm, La peur de la liberté. Nous en sommes au chapitre 7, La liberté et la démocratie, le sous-titre L'illusion de l'individualité. L'objet de ce chapitre est d'inviter le lecteur à ne pas croire que les pays dits démocratiques sont immunisés de ces tendances fascisantes. Bien que les menaces étrangères, nous dit Fromm, et intérieures du fascisme doivent être prises au sérieux, il n'est de plus grande erreur ou de plus grave danger que de ne pas voir que dans notre propre société nous sommes confrontés au même phénomène qui est partout le sol fertile pour l'essor du fascisme, l'insignifiance et l'impuissance de l'individu. Ce constat va à l'encontre de la croyance conventionnelle selon laquelle, en libérant l'individu de toutes les contraintes externes, la démocratie moderne a accompli le véritable individualisme. Après avoir parlé un peu plus loin de la nuisible tabouisation, si vous voulez, des émotions, Fromm ressent la nécessité de critiquer une des tendances de la psychiatrie de son époque. Selon lui, elle s'est transformée en instrument des tendances générales à la manipulation de la personnalité. De nombreux psychiatres, y compris des psychanalystes, ont dressé le portrait d'une personnalité normale qui n'est jamais trop triste, trop en colère ou trop excitée. Ils utilisent des mots comme infantile ou névrotique pour dénoncer les traits ou les types de personnalité qui ne se conforment pas avec le modèle conventionnel d'un individu normal. Ce genre d'influence est en un sens plus dangereux que les formes plus anciennes et plus franches d'attaque, car alors, l'individu savait au moins que quelqu'un ou une doctrine le critiquait, et il pouvait se battre. Mais qui peut se battre contre une science ? Fromm développe un peu plus loin, il pense donc que la pensée originale est découragée, et le prêt-à-penser est enfoncé dans le crâne des gens. L'idée qu'aussi on donne une image factice du monde à l'enfant. Il ajoute un autre moyen très fortement lié pour dissuader la pensée originale est de concevoir toute vérité comme relative. La vérité est conçue comme un concept métaphysique et si quelqu'un dit vouloir découvrir la vérité, il est repoussé par des penseurs entre guillemets progressistes de notre époque. La vérité passe pour être une affaire entièrement subjective, presque une affaire de goût. Là, j'avoue que je ne pensais pas que ce courant était présent dès l'époque de Fromm. Et j'ai toujours des grandes difficultés avec ces idées-là, et je ne sais pas vraiment de quoi on parle en fait. C'est-à-dire quel est le domaine de validité de cette curieuse et autodestructrice affirmation qui dirait la vérité n'existe pas. Autodestructrice, car si vous dites la vérité n'existe pas, vous supposez que cette déclaration est vraie. Donc que la vérité existe, déjà. Alors si c'est en morale qu'on pense, et on dit que la vérité n'existe pas, ok, je peux l'entendre. Mais si cela s'appuie sur une vision quasi solipsiste du type de philosophie George Berkeley, soulignant que nous ne pouvons être sûrs que de la réalité de nos perceptions, mais pas de leurs référents externes, je pense qu'on a quand même dépassé ces arguments-là. Il y a des instruments physiques qui nous prouvent que les phénomènes existent indépendamment de notre système perceptif. Donc bon, il semble que le sujet peut être clos. Et donc dans ces domaines un petit peu de relativisation, de construction sociale relativiste, vous voyez, j'ai l'impression que tout repose un peu sur une confusion douteuse entre en réalité, et on va appeler réalité alors qu'en fait on parle de représentation subjective, parce que réalité subjective c'est un peu oxymorique, on peut se contenter de dire représentation subjective, c'est plus clair. Et donc on confondrait ça, on passerait de réalité de type subjectif à réalité de type physique. Et on brouillerait les pistes, si vous voulez, sur le référentiel utilisé. Parce que nos représentations subjectives soient construites, il n'y a aucun problème. De là à inférer que les réalités physiques le sont, là c'est différent. C'est un peu refuser l'idée d'un référentiel extérieur à nos petites existences. Là c'est un problème. Pour prendre un exemple, il y a des représentations culturelles différentes de notre très cher soleil, mais cela ne doit aucunement déborder sur la question de la relativisation de son existence. La tolérance et l'ouverture sceptique, si vous voulez, se transforment dans ces cas en une forme de syncrétisme, c'est-à-dire d'indistinction moins-monde, qui serait un peu première dans le développement psychologique. Alors je vois pas, avec mon petit cerveau, comment on peut se passer du concept de vérité ou de réalité, je vous l'avoue, et je vois pas non plus en quoi la destruction de ces concepts fondamentaux peut apporter quoi que ce soit, si ce n'est une tolérance douteuse, faite de rêverie et d'imaginaire, mais pas dans la connaissance, là. Et bon, qui a envie de discuter avec des gens, comme déjà le faisait remarquer Lucrèce, qui n'ont aucune visée en termes de vérité. Donc il y a peut-être quelque chose qui m'échappe sur ce sujet, n'hésitez pas à m'éclairer. Si on entend par la vérité comme la vérité unifiée ou pas, quelque chose, je dois avoir un point aveugle. Les gens sont pas stupides, donc ça doit avoir un sens. Donc poursuivons.
L'auteur ajoute aussi plus loin qu'une autre façon de paralyser la capacité d'exercer une pensée critique est la destruction de tout type de représentation structuralisée, ou structurée, du monde. Et qu'au nom de la liberté, la vie perd toute structure, l'individu est laissé seul avec ses fragments comme un enfant avec un puzzle, il est perplexe et effrayé, et il ne cesse de contempler ces petits fragments dénués de sens. Évidemment, représentation structurée du monde, je peux penser à la philosophie, dont c'est bien la spécificité de relier les savoirs et perspectives dans un système unifié, avec des succès discutables, évidemment, mais c'est bien ce geste qui caractérise une bonne partie de la philosophie, la caractéristique, le trait pensée systématique. Et il me semble que nous vivons de plus en plus dans une certaine haine de la pensée, avec un relativisme fainéant, et qu'au nom de la tolérance et du chacun son point de vue, on s'économise de penser et de creuser les sujets, un peu facile. Donc il y a lieu de réfléchir sur cette misologie, cette peur de la pensée, cette peur de l'abstraction, cette peur des généralités. Et pourtant, comme le concept de vérité et de réalité, on a beau critiquer les généralités, par exemple, ou le réductionnisme, si vous voulez, mais si on doit choisir entre un vaccin qui a 30% d'efficacité et un vaccin qui a 90% d'efficacité, on se dirigera vers le deuxième, au nom du fait qu'il est généralement plus efficace, n'est-ce pas? Donc, on aurait beau le critiquer, les probabilités, les généralités, ça joue dans notre comportement. Donc dit autrement, sans cette faculté d'abstraction et de généralisation aussi, il n'y a pas de science humaine non plus. Parfois j'ai l'impression que le raisonnement c'est un peu les mauvaises pensées sont des pensées, pas de pensée, pas de mauvaises pensées. C'est une tolérance radicale en effet. Mais vous voyez un petit peu ce que j'essaie de souligner, quoi. Le bien ne doit pas non plus l'emporter sur le vrai. On est en droit quand même d'analyser les choses et la morale ne doit pas nécessairement apparaître comme anti-intellectuel. Donc Fromm, un peu plus loin, nous dit que parce que nous nous sommes affranchis des plus anciennes formes manifestes d'autorité, nous ne voyons pas que nous sommes devenus la proie d'un nouveau genre d'autorité. Nous sommes devenus des automates qui vivent dans l'illusion d'être des individus ayant une volonté propre, et on fait référence, ça nous rappelle le passage sur l'automatisme, le conformisme automatique. Bien. Donc, quelle est la thérapeutique pour Fromm, pour sortir de ces faux self et de cette vie un peu dans le conformisme? Eh bien, il met en avant la spontanéité et l'authenticité des enfants. Il écrit « Pourquoi l'activité spontanée est-elle la réponse au problème de la liberté ? Nous avons dit que la liberté négative, par elle-même, fait de l'individu un être isolé, dont la relation au monde est distante et méfiante, et dont le moi est faible et constamment menacé. L'activité spontanée est le seul chemin que peut emprunter l'homme pour vaincre la terreur de la solitude sans sacrifier l'intégrité de son moi, puisque dans la réalisation spontanée du moi, l'homme s'unit de nouveau au monde, avec l'homme, avec la nature et avec lui-même. L'amour est le principal composant d'une telle spontanéité. Pas l'amour comme dissolution du moi dans une autre personne, ni comme possession d'une autre personne, mais l'amour comme affirmation spontanée des autres, comme union de l'individu avec les autres sur la base de la préservation du moi individuel. C'est dans cette polarité même que se trouve la qualité dynamique de l'amour. Elle naît du besoin de surpasser la séparation. Elle mène à l'unité, et pourtant, elle n'élimine pas l'individualité, nous dit Fromm, page 230-231. Il poursuit en écrivant que l'incapacité d'agir spontanément, d'exprimer ce que l'on ressent et ce que l'on pense de façon authentique, ainsi que la nécessité qui en résulte de présenter un pseudo-moi aux autres et à soi-même, sont les racines du sentiment d'infériorité et de faiblesse. Que nous en soyons conscients ou non, rien n'est plus honteux pour nous que le fait de ne pas être nous-mêmes. Et rien ne nous rend plus fiers et heureux que le fait de penser, de sentir et de dire ce qui nous appartient. Ça me fait penser un peu à la citation, mais je ne sais pas du tout de qui elle est, qui dit en substance « Mieux vaut être détesté pour ce que nous sommes qu'aimé pour ce que nous ne sommes pas ». Fromm poursuit et nous dit « Le sujet est alors conscient de lui-même, en tant qu'individu actif et créatif, et il reconnaît qu'il n'y a qu'un seul sens à la vie, l'acte de vivre lui-même. » Donc c'est vrai que du point de vue du bonheur, on peut se dire, il y en a qui verront le bonheur dans l'avoir, d'autres dans l'être, et là on pourrait dire, on a une catégorie aussi, l'avoir dans le faire, être actif et exprimer, faire ce que nous aimons. Nous terminons ce chapitre avec l'idée selon laquelle, nous dit Fromm, la société doit maîtriser le problème social aussi rationnellement qu'elle a maîtrisé la nature. L'une des conditions pour y parvenir est d'éliminer
le règne secret de ceux qui, bien que peu nombreux, exercent le grand pouvoir économique sans aucune responsabilité vis-à-vis de ceux dont le sort dépend de leurs décisions. La seule chose qui compte est de rendre à l'individu l'opportunité d'une activité authentique. Que les objectifs de la société, de son moi, deviennent identiques, non pas idéologiquement, mais véritablement. Nous devons remplacer la manipulation des hommes par la coopération intelligente et active, et étendre le principe du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, de la politique formelle à la sphère économique. Je suis bien d'accord avec Fromm, il semblerait qu'il y ait une disharmonie de développement au sein de notre société entre d'un côté notre maîtrise, toujours relative, mais quand même de la nature, par la science et la technique, et de l'autre une défaillante maîtrise de nous-mêmes, socialement, humainement, juridiquement. Dit autrement, nous faisons trop de physique, en même temps quelle science, mais pas assez de psychologie, d'anthropologie, d'ethnologie. Et Fromm adosse cette disharmonie aux freins que constitueraient certaines élites économiques. Alors bon, on peut regretter ici l'expression d'une thèse conspirationniste qui vient gâcher l'ensemble du livre. Je plaisante. Mais c'est vrai que Fromm ne détaille pas et se contente d'affirmer. Alors j'imagine qu'il est question de l'influence de l'économie consumériste sur la psyché collective, l'industrie culturelle, comme c'est aussi quelque chose que vous retrouvez dans la dialectique de la raison, l'école de Francfort, ils sont sensibles à ça, ils ont bien raison. Et que cette culture aussi mondiale. Mais pour venir en aide à Fromm, je vais mentionner Zbigniew Brzezinski, qui est un peu mon Machiavel des temps modernes. En tout cas, je me plais à penser que, feignant de donner des leçons au prince, il en donnait de grandes au peuple, pour reprendre ce que disait Rousseau de Machiavel. Et j'ai trouvé ces passages qui sont pas inintéressants pour peut-être essayer de supposer les éléments que pourrait avoir en vue à son époque, c'est quand même 30 ans auparavant, mais que pouvait avoir en vue peut-être Fromm dès son époque. Et donc Brzezinski nous dit, en même temps qu'on changera les méthodes de la philosophie de l'enseignement, il faudra modifier les processus par lesquels les valeurs sont créées et diffusées dans le pays. L'Amérique, jouant dans le monde le rôle de diffuseur des nouvelles techniques et des nouvelles valeurs, c'est là pour elle une obligation nationale et mondiale. Et pourtant, aucun autre pays n'a accepté comme elle que sa culture de masse, ses distractions quotidiennes, et ce qui est le plus important encore, l'enseignement indirect de ses enfants, relève presque exclusivement de l'industrie privée et de la publicité. Aucun non plus qui ait, comme lui, permis que les normes du goût et le contenu intellectuel de sa culture soient déterminés en grande partie par un petit groupe de dirigeants d'entreprises réunis dans la même ville. La télévision américaine, dans laquelle quelques individus exercent un véritable monopole culturel, reflète l'insensibilité des processus de communication au goût de la plupart des Américains et à leurs valeurs philosophiques. On a un côté un peu ingénierie sociale, n'est-ce pas? C'est une citation qui est intéressante. Autre citation qui met en avant les effets dissolvants culturellement du soft power américain. Le même auteur nous dit « L'Amérique s'est efforcée de promouvoir une organisation régionale aussi bien en Europe qu'en Amérique latine. Pourtant, en agissant ainsi, elle aide à constituer de plus vastes entités qui auront les moyens de mieux résister à son influence et de lui faire concurrence sur le plan économique. » Suivant implicitement et souvent explicitement le modèle américain, la modernisation agit dans le sens d'un plus grand bien-être économique, mais en cours de route, elle brise les institutions, sape les mœurs en usage, et partant excite un ressentiment qui se concentre sur la source de ces changements, l'Amérique. Les États-Unis sont devenus la première société globale de l'histoire. Et à moins d'une grave stagnation scientifique et économique ou d'une crise politique, l'Amérique représentera à la fin de ce siècle une force de changement global de grande importance, que l'état d'esprit dominant dans le monde lui soit favorable ou non. Bon, cette référence à Brzezinski, elle aura aussi plus de sens si on la met en relation avec ce qu'on dira dans la suite de l'analyse. Après ce dernier chapitre, vous trouvez un appendice intéressant, que j'ai déjà mentionné dans ma vidéo sur l'utilité de la philosophie et la nécessité de la décentration, où Fromm écrit « Nous tendons tous à partager la croyance conventionnelle selon laquelle penser est un acte exclusivement intellectuel et indépendant de la structure psychologique de la personnalité. Mais ce n'est pas ainsi, et moins c'est ainsi, plus nos pensées traitent de problèmes éthiques, philosophiques, politiques, psychologiques ou sociaux, plutôt que de la manipulation empirique d'objets concrets. De telles pensées, à part les éléments purement logiques impliqués par l'acte de penser, sont largement déterminées par la structure de personnalité de celui qui pense. Cela est vrai pour l'ensemble d'une doctrine ou d'un système théorique, aussi bien que pour un concept isolé,
et chaque doctrine possède une matrice émotionnelle enracinée dans la structure de caractère de l'individu. Alors cette approche psychologique me semble avoir d'immenses gains. En effet, avec une telle vue, on se décentre, on fait un pas de côté réflexif, et on se demande pourquoi on tient tant à une idée ou à un courant idéologique. Et une telle façon de faire, je pense, nous rend plus capables de discuter, car on dépassionne les choses. Si bien qu'au fond, on pourrait même en déduire que dès que la discussion part dans l'émotionnel, nous ne sommes plus dans la discussion rationnelle, mais dans l'expression des besoins psychologiques de l'individu. Parmi ces besoins, il y a aussi celui puissant d'appartenance au groupe. Et l'on sait bien que les exigences parfois fusionnelles du groupe font que la réalité et la vérité peuvent apparaître comme des valeurs bien secondaires, voire même exigent le sacrifice de ces dernières comme rituel d'appartenance au groupe. Bref, indirectement, le psychologue nous invite à ne pas nous considérer comme étant mariés à nos chères idées. De l'autre côté, afin de nuancer, le possible effet pervers d'une telle approche consisterait à réduire tout discours à des besoins psychologiques particuliers. Et alors on rentrerait dans le champ de l'argumentation ad hominem, consistant à critiquer le messager plutôt que le message. Or il va de soi que la psychologie du messager, si elle reste une indication significative, ne dédouane pas d'une recherche factuelle et scientifique, si vous voulez, en rapport avec le message. Donc cela étant dit, Fromm écrit plus loin, pour terminer, que le fait que les idées ont une matrice émotionnelle est de la plus grande importance, car là réside la clé de la compréhension de l'esprit, pas que de l'individu, mais d'une culture, et aussi que la famille peut donc être considérée comme l'agent psychologique de la société. On verra à quel point la famille est évidemment importante. Donc Fromm pense pouvoir comprendre plus profondément l'esprit d'une culture, comme celui de l'individu, en analysant les besoins psychiques et des éléments relatifs à la structure familiale. L'idéologie serait donc avant tout une réponse à des besoins, à des conditions d'existence. Et on reconnaît là une façon marxiste et matérialiste de voir les choses, en ramenant les idées pseudo-transcendantes à l'immanence du concret, du réel. En ce sens, changer les conditions d'existence, si vous voulez, c'est changer la psychologie, les besoins et l'idéologie culturelle qui doit se développer sur ce socle premier. L'idéologie ne guide pas, elle n'est pas première, mais secondaire et répond au matérialisme des conditions d'existence. Si vous ajoutez aussi la volonté de transformer le monde, eh bien vous avez là les éléments de l'épistémologie marxiste à l'œuvre dans le freudo-marxisme qui va nous intéresser de plus près. Donc, à titre de conclusion transitoire, je suis heureux de vous avoir fait peut-être découvrir un psychosociologue d'intérêt. C'est un auteur que je découvre trop tardivement, que je trouve plaisant, très humaniste, plutôt facile à lire, en tout cas, me semble-t-il, et clairement intelligent et modéré. Alors, on peut certes être plus ou moins gêné avec l'association faite entre le protestantisme et l'acceptation du nazisme par l'intermédiaire du sadomasochisme. J'imagine que c'est discutable. De même, l'expression que je trouvais belle d'évangélisme de l'auto-annihilation, au fond, témoigne peut-être d'une tolérance assez incroyable, d'une vision masochiste qui ne devrait pas faire oublier, mais Fromm en a parlé aussi, la dominante sadique, et l'annihilation des autres aussi, si ça concernait qu'eux. Donc j'en profite pour l'exprimer, au passage. Après, je suis toujours assez admiratif de l'incroyable niveau de sagesse des psychologues, qui me semble habité quelque part par cette fameuse citation de Terence qui dit « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Bref, d'une capacité de compréhension hors norme, et d'un humanisme très avancé. Donc, n'étant pas formé aussi en psychologie, je n'ai pu exposer toutes les finesses apportées par l'auteur et qui doivent s'appuyer sur l'expérience de la clinique et aussi des soubassements théoriques fins que je n'ai pas. Donc j'espère ne pas avoir trop mal interprété les propos de l'auteur et vous encourage à lire directement cette œuvre et les autres. Je pense très clairement on ne perd pas son temps à lire Fromm. Je vous ai aussi invité dans la précédente vidéo à voir les vidéos du GULD, du hacking social, qui sont très détaillées et très intéressantes, donc mille merci aux auteurs. Et à ce travail descriptif qu'ils ont fait, j'ai envie d'ajouter des éléments prescriptifs autour de ce champ de bataille que devient, avec le culturalisme et le freudo-marxisme,
le caractère social, la personnalité de base ou modale, dit-on parfois, ou même encore personnalité culturelle. Question. Si la déconstruction programmée de la personnalité de base autoritaire est nécessaire à la dite démocratie, ne sommes-nous pas en train de jeter le bébé de la civilisation avec l'eau sale fasciste du bain ? La destruction de l'autoritarisme n'a-t-elle pas débordé sur la destruction des autorités socialisatrices et nécessaires à l'organisation, à l'éducation et à la coopération ? Évidemment, vous comprenez que ces questions ne me seraient pas posées sans une expérience de professeur confronté à des jeunes à personnalité de base que je juge à tort ou à raison un peu régressive, avec un sens élevé de l'individualité au détriment du groupe. Le tout sans réelle volonté de changement de la part de l'institution éducative, qui me semble persister dans l'erreur en croyant que la pédagogie peut se substituer entièrement à la discipline, l'autorité, le rapport de force, la dissuasion, le mot qui vous convient. N'avons-nous pas, nous-mêmes, été éduqués avec cette idée subliminale que l'autorité et le rapport de force, c'est l'abus de pouvoir, c'est fasciste, et qu'obéir, c'est collaborer ? Ce que je sous-entends, c'est que le refus de l'autorité doit faire autorité aujourd'hui. On nous y invite. Or, n'est-ce pas notre capacité à coopérer en groupe qui a fait, en partie, le succès évolutionnaire de notre espèce ? Coopération qui passe par quelque peu de hiérarchie, de respect des adultes, qui savent normalement un peu mieux que les enfants. Ne vivons-nous pas comme une inversion autoritaire ? Avec cette autorité de l'infantile dont parle Daniel Marcelli dans son livre au titre évocateur, L'enfant chef de famille. Dit autrement, n'avons-nous pas quitté une pathologie culturelle névrotique pour entrer pleinement dans une autre, qu'on pourrait appeler psychotique, je crois que c'est ce que dit Lacan. Donc vous le voyez, l'analyse doit donc se poursuivre au-delà de Fromm à présent. Et je vais présenter quelques auteurs, mais il faudra mobiliser le temps. Donc des auteurs qui me semblent importants dans ce débat difficile, et en fait peut-être même douloureux, c'est-à-dire difficile intellectuellement à comprendre, à bien analyser finement et même moralement. Donc on passera à une deuxième partie, qu'on pourrait appeler de l'évitement de la liberté à l'évitement de l'autorité, freudo-marxisme ou freudo-capitalisme. Je commence d'emblée cette partie avec Marx, qui écrit « La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production », donc les rapports de production, c'est-à-dire tout l'ensemble des rapports sociaux. Tous les rapports sociaux traditionnels et figés avec leur cortège de notions et d'idées antiques et vénérables se dissolvent. Tous ceux qui les remplacent vieillissent avant même de pouvoir s'ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée. Tout ce qui était sacré est profané. Et les hommes sont enfin forcés de jeter un regard lucide sur leurs conditions d'existence et leurs rapports réciproques, nous dit Marx et Engels dans Manifeste du Parti communiste. Ça, c'est pour le capitalisme parfois supposé comme étant conservateur. Marx himself n'adhère visiblement pas, et je crois qu'il a raison. On passe au freudo-marxisme avec en filigrane l'interrogation sur l'ingénierie sociale. Bon, la volonté de transformation sociale, au fond inhérente à la politique, on la trouve fortement chez les marxistes. On peut penser à la 11e thèse sur Feuerbach, qui nous dit « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe c'est de le transformer ». Et on retrouverait aussi cette dimension descriptive et normative chez le vénérable Émile Durkheim, fondateur de la sociologie française, qui écrit « Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n'est pas pour négliger ces derniers, c'est au contraire pour nous mettre en état de mieux les résoudre. C'est pourtant une habitude que de reprocher à tous ceux qui entreprennent d'étudier la morale scientifiquement leur impuissance à formuler un idéal. On dit que leur respect du fait ne leur permet pas de le dépasser, qu'ils peuvent bien observer ce qui est, mais non pas nous fournir des règles de conduite pour l'avenir. Nous espérons que ce livre servira du moins à ébranler ce préjugé, car on y verra que la science peut nous aider à trouver le sens dans lequel nous devons orienter notre conduite, à déterminer l'idéal vers lequel nous tendons confusément. Seulement, nous ne nous élèverons à cet idéal qu'après avoir observé le réel, et nous l'en dégagerons. Mais est-il possible de procéder autrement ? Même les idéalistes les plus intempérants ne peuvent pas suivre une autre méthode, car l'idéal ne repose sur rien s'il ne tient pas, par ses racines, à la réalité.
nous dit Durkheim dans La division du travail social, c'est sa thèse, 1893. Donc notre savant ne s'impose aucune neutralité axiologique ou idéologique, et nous semble développer une philosophie, disons, lucide et pragmatique, même si on peut peut-être être surpris philosophiquement de ce saut, souvent jugé un peu hétérodoxe, de l'être au devoir-être, c'est-à-dire du réel à la morale ou des faits aux valeurs. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Nous entrons dans le freudo-marxisme, même si Fromm aussi en fait partie, mais on revient un peu en arrière, avec Wilhelm Reich et Otto Gross. On se concentrera surtout sur Wilhelm Reich, mais je m'appuie beaucoup sur Halali et son ouvrage sur le freudo-marxisme, qui nous permet de citer Gross, sinon que je connaissais pas du tout, et qui écrit par exemple « Aucune des révolutions qui appartiennent à l'histoire n'a réussi à établir la liberté de l'individualité. Elles ont toutes fait long feu. Elles se sont toutes achevées par une hâtive réinsertion dans la normalité généralement admise. Elles ont échoué parce que le révolutionnaire d'hier portait en lui-même l'autorité. » On voit encore, le champ de lutte, c'est vraiment la psychologie de l'individu. On s'aperçoit seulement aujourd'hui que le foyer de toute autorité réside dans la famille, et que le lien entre autorité et sexualité, tel qu'il se manifeste dans la famille, avec la perpétuation du droit patriarcal, a servi toute individualité. C'est le programme. Gross est donc un fondateur, et y compris de la libération sexuelle. Mais ici, je me concentrerai sur Reich. Reich est un célèbre intellectuel du XXe siècle, connu entre autres pour son Psychologie de masse du fascisme, qui est publié dès 1933, donc avant le livre de Fromm. Et il est en général associé au freudo-marxisme et à la révolution sexuelle aussi. Halali, au passage, nous dit que, toujours pour Gross, l'état le plus sain pour un névrosé doit être l'immoralisme sexuel. Et c'est cette même libération par le sexe, cette forme de révolte pro-nietzschéenne contre les valeurs opposées à la vie, que l'on retrouve chez Reich. Chez Gross, nous informe Halali, ce lien avec Nietzsche se trouve dans l'article « Les effets de la collectivité sur l'individu » qui date de 1913. Et certes, Nietzsche a beaucoup insisté sur la nuisibilité du christianisme avec sa morale contre nature, en particulier au nom d'une philosophie vitaliste, pensait-il, infiniment plus en accord avec ce qu'est réellement le vivant ou la réalité, si vous préférez. On dit aussi que Patrick Baradeau, on revient à Reich, rapporte que la révolte de 68 en France aurait débuté à l'université de Nanterre lorsque, ouvrez les guillemets, suite à une conférence sur Wilhelm Reich, les étudiants de la résidence universitaire y dénoncèrent la répression sexuelle et la séparation des filles et des garçons dans les bâtiments et des résidents. Bon, d'accord. La philosophie de Reich est donc une philosophie naturaliste-réaliste, au sens où elle est éloignée des idéalisations culturelles de la philosophie idéaliste, où l'homme se rêve, si ce n'est comme étant semi-divin, au moins... En tout cas, il renie sa nature animale. En bon psychologue, il est attentif aux besoins fondamentaux de la nature humaine, dont le besoin sexuel, évidemment. Selon Reich, la suppression des pulsions sexuelles naturelles conduit à une accumulation de frustration et d'agressivité, ce qui peut ensuite être canalisé et exploité par les mouvements fascistes, et idéologiques en général, détournant le caractère masochiste de la religion, dans le cas du fascisme, en une nouvelle religion sadique. On trouve chez lui par conséquent une hostilité bien compréhensible à l'égard de la civilisation mécanique, névrotique, et ses folies compensatoires, notamment guerrières. Si c'est une honte absolument inacceptable que quelques psychopathes puissent exploiter l'impuissance sociale de millions d'humains, il demeure que Reich est profondément attristé par la capacité des humains à vivre dans des illusions de compensation. Et il estime malgré tout que les masses sont coupables, et que si on les dédouane trop facilement de tous les crimes, on les infantilise. Elles ont une grande responsabilité, car il est ridicule de prétendre aussi qu'un psychopathe ait pu tout seul violer psychologiquement 60 millions d'individus. On trouve encore le trait typique du freudo-marxisme, de type culturaliste, quand il met en avant la relativité du principe de réalité selon la culture donnée, et se démarquant ainsi de l'approche phylogénétique et trop biologisante de Freud. C'est un élément commun au freudo-marxisme. Ainsi, dans cette perspective, ce n'est pas la civilisation qui implique le renoncement pulsionnel, en général, mais la civilisation patriarcale. Dès lors, c'est la pulsion de mort qui permet, écrit Halali, à la psychanalyse d'expliquer le masochisme ou la compulsion de répétition. Eh bien, chez eux n'est qu'une pulsion secondaire acquise au cours de la vie du névrosé, et non pas une pulsion primaire. C'est la répression des désirs, et notamment ceux qui touchent à la sphère sexuelle, qui rendent l'homme agressif. Le sadisme naît de la frustration. Reich a, pour sa part, toujours refusé l'idée même d'un masochisme primaire. Et Halali insiste beaucoup là-dessus, pour lui c'est au cœur.
Et persuadé de la profonde tristesse d'un Freud, n'assumant pas pleinement la portée de ses découvertes, il va jusqu'à se demander si cette théorie de la pulsion de mort n'exprime pas le propre désir de Freud d'en finir avec la vie. Reich fait donc rentrer la sexualité dans le champ politique par l'intermédiaire du paradigme psychanalytique. On retrouve chez lui, par exemple, l'expression de champ de la politique sexuelle. Alors, est-ce à dire qu'on pourrait voir dans la massive diffusion de la culture pornographique, contre toute attente, une culture antifasciste ? Alors voilà une question étonnante. Donc le fait l'amour mais pas la guerre serait un slogan à mes yeux de type reichien par exemple. On peut le dire. Deux citations résument le cœur du propos, le cœur de sa philosophie. Premièrement, les névroses sont la conséquence de l'ordre social patriarcal, dans l'irruption de la morale sexuelle. Et deuxièmement, il n'y a qu'un seul mal chez les névrosés, le manque de satisfaction sexuelle totale répétée, nous dit-il dans la fonction de l'orgasme qui a été publiée avant le malaise dans la civilisation. Donc, par exemple, il écrit encore « Reconnaître officiellement et publiquement à la femme son droit à la sexualité aboutira à l'écroulement de tout l'édifice de l'idéologie autoritaire. » Vous voyez derrière la révolution sexuelle les motifs qu'il pourrait y avoir. Car la femme se trouve enfermée par l'idéologie autoritaire au rôle de machine à enfanter. Donc cette idée de politique sexuelle, on la trouve aussi chez Gross, comme je disais. Mais ce que j'ai appris par un article en ligne, c'est qu'on l'a trouvé aussi dans la révolution culturelle soviétique, où Vera Schmidt et d'autres développent leurs expériences d'éducation collective inspirées par la psychanalyse. Donc un article dans l'actuel Marx. Plus spécifiquement, une dimension donc d'hygiène sociale ou d'ingénierie psychosociale, on devrait dire, vise la famille, comme lieu de primo-éducation. Et ne croyons donc pas que l'éducation et la famille soient des domaines apolitiques ou périphériques. Regardons ce qu'en dit Reich. Vu dans la perspective de l'évolution sociale, la famille ne peut être tenue pour la base de l'État autoritaire, mais seulement pour une de ses institutions de soutien les plus importantes. Il est en revanche indispensable de considérer la famille comme la cellule réactionnaire centrale, comme le berceau des hommes réactionnaires et conservateurs. Même si l'on sait qu'elle est issue d'un certain nombre de processus sociaux, et qu'elle est soumise à certains changements, elle n'en contribue pas moins puissamment à conserver le système autoritaire qui la conditionne. Dans ce domaine, les découvertes de Morgan et de Engels ont gardé toute leur validité. Mais ce qui nous intéresse dans ce contexte, ce n'est pas l'histoire de la famille, mais la question de savoir comment l'économie sexuelle doit agir pour s'opposer avec succès à la politique sexuelle et culturelle réactionnaire, au centre de laquelle se situe précisément la famille autoritaire. Un débat approfondi sur les effets et les fondements de la famille autoritaire est d'autant plus nécessaire que, sur ce point, l'obscurité règne, même dans les milieux révolutionnaires. La famille autoritaire renferme une contradiction dont la connaissance précise est indispensable si l'on veut prendre des mesures d'hygiène de masse efficaces, nous dit William Reich dans Psychologie de masse du fascisme, chapitre 5. Ainsi, l'éducation patriarcale, de plus sanctifiée par la religion, amène à une répression des désirs et à une identification à l'autorité du père. S'ensuit une frustration intense, de l'agressivité et du sadisme. La pulsion refoulée peut alors être canalisée et orientée, se déchargeant par exemple à l'extérieur du groupe avec des phénomènes de racisme par exemple. Une telle éducation appelle l'autorité. Elle désire des régimes autoritaires. De là, il s'ensuit que si on ne veut plus revoir de telles dérives, il faut prendre des mesures d'hygiène psychosociale, détruire cette structure familiale et ce type d'éducation, promouvoir une éducation non répressive, et évidemment une libération par rapport au tabou sexuel. Donc, Reich, en fait, pensait s'inscrire dans le prolongement de Freud, et fut étonné ou attristé de sa réponse conservatrice dans le malaise dans la culture. Et on disait, pour Gross comme pour Reich, Freud aurait progressivement trahi sa propre pensée par manque de courage, et pour assurer à son œuvre peut-être une certaine popularité. On peut le comprendre. Mais en effet, la question du refoulement sexuel dans les névroses n'avait pas échappé aux fondateurs de la psychanalyse, voire par exemple la morale sexuelle civilisée et la maladie nerveuse des temps modernes, article de Freud de 1908. Le lien entre le marxisme et le freudisme, attention, ne va pas nécessairement de soi, et quelqu'un comme Politzer affirme par exemple dès son introduction que l'idéologie de la bourgeoisie n'aurait pas été complète si elle n'avait pas trouvé sa mystique. Après plusieurs tâtonnements, elle semble l'avoir trouvée maintenant. Dans la vie intérieure de la psychologie. La vie intérieure convient parfaitement à cette destination. Son essence est celle même de notre civilisation, à savoir l'abstraction.
Elle n'implique que la vie en général et l'homme en général, et les sages d'aujourd'hui sont heureux d'hériter de cette conception aristocratique de l'homme avec un faisceau de problèmes de haut luxe. La religion de la vie intérieure semble de plus être le meilleur moyen de défense contre les dangers d'une rénovation véritable. Cette offre de faire son salut en contemplant son nombril semble vraiment irrésistible. On observe ici cette détection marxiste qui voit bien la capacité du capitalisme à tout ramener à l'individu, et donc voit ça de manière douteuse. Chose qu'on constate aussi chez Marx sur la question juive, traitant de l'idéologie bourgeoise et donc individualiste des droits de l'homme. Donc bourgeoisie, individualisme. L'oubli du collectif. Cela pour dire que le marxisme n'était pas si aisément compatible avec le freudisme. Simplement, le freudo-marxisme permettait d'expliquer pourquoi le camp communiste ne l'avait pas emporté en Allemagne, alors qu'il l'aurait dû, du fait de la masse ouvrière. L'explication apportée par Reich était donc que le matérialisme marxiste négligeait, pour le dire rapidement, l'influence de la subjectivité et de la structure culturelle psychofamiliale. Passons donc à l'anthropologie culturelle qui nous intéresse ici. Bon, bien que j'oublie certains auteurs, j'ai cru comprendre que Margaret Mead aurait sa place. Et nous, on se concentrera sur Linton et Gardiner avec leur concept de personnalité de base. Et je propose un petit schéma pour situer l'école culture et personnalité qui nous intéresse ici, et qui me semble avoir de forts liens avec le freudo-marxisme, ils se citent les uns les autres. Et je m'interroge en effet sur l'aspect descriptif ou prescriptif de ce courant, que ce soit l'anthropologie culturelle ou le freudo-marxisme. Donc je me demande s'il y a une frontière, je me demandais s'il y avait une frontière claire et qu'on restait dans des théories descriptives, mais je crois que non, il y a bien une volonté de construction. Donc comme je disais, un des problèmes qui se pose ici, et qui m'interroge dans ce schéma, c'est celui du passage entre, primo, une science descriptive, à secundo, une technique et une idéologie prescriptive, qui veut dire ce qui doit être, et puis à tertio, à une ingénierie sociale active au sein de la société, une ingénierie psychosociale. Donc je trouve cette ingénierie assez spontanément gênante, intrusive, malhonnête, manipulatoire, un peu clandestine et furtive, mais je ne sais pas si j'ai raison, ou si au contraire cela est en fait une façon de faire ancienne comme le monde. Dit autrement, je me demande s'il y a une différence de nature ou de degré seulement entre l'éducation et la politique à l'ancienne d'un côté et l'ingénierie psychosociale de l'autre. Donc bon, la question est ouverte. Alors, commençons avec Linton. Linton écrit « Il s'agit en bref de comprendre la nature de l'homme et les forces qui opèrent dans la société. Une fois ces réalités comprises, elles pourront être maîtrisées et l'humanité sera capable, pour la première fois après 1 million d'années d'existence, de façonner son avenir délibérément et intelligemment. Sinon, aucune reconstruction solide et durable de la société ne sera possible. La conquête de la société sera le plus grand triomphe de l'histoire humaine. Aujourd'hui, les chercheurs en sciences sociales se trouvent à peu près au point où se trouvaient les Grecs d'Alexandrie dans leurs études de la nature. Nous avons atteint une barrière au-delà de laquelle se trouve une somme de connaissances qui promet de donner à l'homme une vie meilleure que tout ce qu'il a connu jusqu'ici. Le sociologue connaîtra donc le destin du philosophe grec. Et quand ce temps arrivera, peut-être après des siècles d'obscurité et de stagnation, l'auteur il est juste inquiet de la montée des États totalitaires, eh bien les hommes se souviendront de nous comme nous nous souvenons des Grecs. C'est pourquoi ce livre est dédié à la civilisation à venir. Donc chapitre 26, la culture et la personnalité. Une autre citation qui me semble intéressante, qui est dès l'introduction du livre. « Nous avons connu des heures sombres, et tout laisse à penser qu'elles ne furent pas les dernières. Alors que nul ne peut mettre en doute l'urgence de la réorganisation de notre société et de notre culture, nombre de lecteurs seront peut-être déçus de constater que nous n'avons présenté aucun plan d'action, ni même essayé de porter un jugement sur les projets d'aujourd'hui. Que ces lecteurs se rappellent toutefois qu'une réorganisation efficace présuppose une connaissance complète et approfondie des conditions et des moyens. Dans la lutte contre la confusion et les tensions d'aujourd'hui, le travail du réformateur doit profiter des efforts déployés en sciences sociales. De telles études comparatives donnent en particulier une idée du degré selon lequel les individus peuvent être modelés par leur environnement social. Ce dernier point est capital pour toute forme de planification sociale. Comme tout planificateur, le réformateur doit tenir compte des qualités des matériaux dont il dispose. C'est le but ultime de l'anthropologie, que de découvrir dans quelles limites les hommes peuvent être conditionnés et quels sont les modèles de vie sociale qui imposent le moins de tension à l'individu. Et pour terminer, sur Linton, les modèles de comportement sont en fait les éléments culturels les plus souples. Et la plupart des transformations culturelles débutent par ces modèles. On a donc
la mécanique. Chapitre 20, on comprend ici l'importance de l'exemple des processus mimétiques et d'identification. Il travaille en partenariat avec Cardinard, et ils développent ensemble la notion de personnalité de base. Il écrira plus tard The Cultural Background of Personality, le fondement culturel de la personnalité. Bien, je vais poursuivre avec Abraham Cardinard, mais je vais sûrement séparer la vidéo en deux, vu qu'elle est déjà bien suffisamment longue. Donc je vous dis à très bientôt sur Philosophiae pour la suite, qui devrait être la plus intéressante, puisque on s'interrogera en effet sur la personnalité, si la personnalité de base, la nouvelle personnalité de base n'est pas une personnalité, disons, narcissico-consumériste, et que croyant développer une personnalité de base démocratique, on est plutôt en train de développer une personnalité de base un peu pulsionnelle, et celle dont notre capitalisme a besoin. À très bientôt donc sur Philosophiae.